Bonjour à tous. Pour ce nouveau numéro de la grande interview, nous recevons sur notre plateau M. Zasso Patrick, communément appelé en global. Nous ferons avec lui un tour d'horizon de l'actualité politique ivoirienne. Comme il est de coutume dans cette émission, avant d'entrer dans le vif du sujet, voici son portrait. Originaire de la région du Gord, précisément du département de Gagnoa, notre invité est un fonceur, une personne qui ne réchigne devant rien. Porte-parole adjoint des jeux du candidat du RDR à la Salle Ouattara pour les élections présidentielles 2010, il se fera remarquer au cours d'un débat télévisé en compagnie de Charles Blé Goudé, Colin Kouakou-Bertin, Dika Kabé, respectivement représentant les candidats Laurent Gbagbo du FPI et Henri Konan Bidé du PDC RDA. Après ce débat d'où est sorti le sobriquet en global, M. Zasso Patrick devient la surprise générale un proche de Charles Blé Goudé et mène la campagne électorale pour le compte du candidat Laurent Gbagbo. Pour fuir les violences post-électorales de 2010, il se réfugie au Ghana voisin avant de s'exiler en Suisse. M. Zasso Patrick est actuellement en Côte d'Ivoire où il met sous les fonds baptismaux son mouvement dénommé Génération 2000. Voici de manière succincte le portrait de M. Zasso Patrick, dit en global. Bonjour M. Zasso Patrick. Bonjour cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Merci à Eburnia TV et toute son équipe pour l'honneur. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Je suis là et je suis à votre disposition. Je vous en prie. Mais M. Zasso Patrick, pourquoi se sobriquet en global? Vous le savez déjà plus que moi. Donc je ne sais même pas si je dois répondre à cette question. Oui. Vous devez répondre à cette question. Non, mais vous le savez déjà. La prison va loin. Oui, mais vous le savez déjà, vous êtes journaliste. D'accord. Voilà. En tant que moi, je sais. Non, je ne vois pas. Un peu l'historique un peu de sobriquet en global. Les Ivoiriens veulent savoir, d'autres personnes veulent savoir. M. Zasso. Non, c'est à vous de leur dire, pas à moi de leur dire. M. Zasso Patrick dit en global, qui est votre sobriquet. Comment avez-vous réussi à sortir du pays pendant la crise post-électorale avant de vous retrouver au Ghana voisin? Pendant la crise post-électorale, c'est un souvenir qui a été beaucoup amer pour nous tous, très difficile. Nombreux de nos amis sont morts. J'étais ici à Yopougon, où j'ai vécu la guerre en direct. Je voudrais d'abord dire, rendre hommage à tous ces amis qui sont tombés dans cette crise. Voilà, tous ceux qui ont souffert de loin ou de près de cette crise, surtout à Yopougon. Ça a été une ville après Abobo. Ça a été la deuxième ville où la bataille a eu lieu. J'ai vécu, j'étais là, j'ai vu de nombreuses personnes tuées. Des enfants, des femmes, j'ai vu tellement de choses, Donc je suis un témoin. Alors ma sortie n'a pas été facile, mais comme Dieu a voulu que je sorte, il a créé les conditions. Et avec l'appui des amis, je suis sorti de ce pays. Je suis arrivé sur une île où il y avait des pêcheurs ghanéens qui m'ont pris, qui m'ont mis dans une pirogue. Les derniers moments, parce que tout le monde était sorti, j'étais resté seul et j'ai été interpellé par certaines personnes proches de certains hommes politiques dont je ne citerai pas les noms. C'était des officiers qui m'ont fait sortir du pays. Voilà, une pirogue, et puis bon, voilà, je suis retourné, je suis arrivé, je suis passé par Vridi Canal, de Vridi Canal, je me suis retrouvé au Ghana. À deux nuits sur je peux dire, on est passé de 18 ans, on est arrivé vers 16 heures, pratiquement au Ghana, dans un petit village. Voilà, c'est de là que nous sommes restés, nous avons dormi là, et puis après, bon, le lendemain, nous sommes allés à Accra. Et concrètement, comment vous êtes habillé? Il n'y a pas eu de camouflage? Bon, tout a été, bon, tu sais, pendant que j'étais dans des espaces publics en train de sensibiliser les Ivoiriens, des gens, des soldats sont arrivés chez moi, ils ont tout pris, et comme ça j'ai reçu un coup de fil.
voilà, qu'il ne faudra plus que je retourne parce que la situation était tellement trop tendue, les gens sortaient là-bas avec des armes. C'est des événements auxquels je ne veux plus revenir parce que je veux tourner la page, je veux passer à autre chose. Je suis passé carrément à autre chose. Voilà, je suis passé carrément à autre chose, donc voilà. Donc vous arrivez au Ghana en qualité de réfugié? Oui, je suis arrivé au Ghana en tant que réfugié. Du moins qu'on sort de son pays pour aller, on devient automatiquement réfugié. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des conditions de vie Oui, les conditions de vie des réfugiés sont vraiment difficiles. Sont difficiles parce que le Ghana a tellement assez de réfugiés. Des réfugiés togolais, des réfugiés libériens et autres. Maintenant, ivoiriens. Donc les autorités ont essayé de créer des espaces dans certaines villes du Ghana, Accra et puis vers Koumassi. Des espaces qui ont été débroussaillés, voilà, où on a mis des Ivoiriens dans des forêts, on les a un peu éloignés des villes, voilà, où on a mis des tentes et autres. Vraiment, il y a eu... Les autorités ghanéennes ont fait beaucoup d'efforts et je voudrais vraiment leur dire beaucoup merci pour tout ce qu'ils font et continuent de faire pour surtout les réfugiés ivoiriens. Voilà, parce qu'il y a aussi les libérés qui ont un gros village à Accra qu'on appelle Bujumburam, qui est un gros quartier des réfugiés libériens. Voilà, mais les conditions sont difficiles. Nombreux, on a même des cimetières des Ivoiriens parce que nombreux sont tombés malades, par manque de moyens, des femmes qui accouchaient dans des conditions difficiles, des enfants mordus par des serpents et autres. La nuit, c'est sous des temps, c'est dans des forêts. Quand il pleut, les conditions sont très difficiles. Mais bon, on ne peut pas en vouloir aux autorités ghanéennes. Voilà, c'est aux hommes politiques ivoiriens à qui il faut véritablement parler. Il faut parler à la société civile, il faut parler à la jeunesse et il faut, je pense que ce sont des événements qui vont nous permettre maintenant de véritablement essayer de créer les conditions d'une vraie paix. C'est important pour nous tous. Monsieur Zasso, si vous permettez, en global, il y a le président de la République qui a demandé aux Ivoiriens qui sont réfugiés dans les pays étrangers de rentrer dans le pays. Est-ce qu'ils sont obligés de rester encore dans ces pays? Bon, chacun a ses réalités, chacun a ses réalités. Chacun a ses réalités. Moi, je ne force personne. Parce que personne ne m'a forcé. Voilà, personne ne m'a forcé. Je suis venu moi-même voir ce qui se passe dans mon pays. Je suis venu observer. Voilà, je ne peux pas forcer les gens. Ce que je peux dire, c'est de dire aux gens que le pays, ça va. Le pays, ça va. Ceux qui avaient des choses, il faut qu'ils reviennent pour essayer de... Parce que ça va. Parce que aller vivre dans des forêts, dans des espaces, et demander aux autorités de faire encore plus d'efforts. Parce que quand les gens viennent, il faut les intégrer. C'est ça aussi le gros problème, le problème d'intégration. Les gens ont tout perdu. Ils viennent, ils dorment comment? Ils vivent comment? Ils mangent comment? Ce sont ces réalités-là qu'il faut véritablement toucher. Heureusement qu'il y a un ministère de la solidarité. Voilà, nous pouvons demander toujours au ministère de la solidarité de faire beaucoup d'efforts pour les intégrer. Parce qu'aujourd'hui, là-bas, il y a des enfants qui vont à l'école, il y a certains qui ont un petit boulot, tant. Voilà, ils ont aussi les informations du pays, dans les quartiers, beaucoup de choses. Ce qu'on peut leur dire, c'est de comprendre qu'il faut qu'on prenne maintenant conscience que on doit se battre ensemble pour créer les conditions d'une vraie stabilité, d'une vraie paix dans notre pays. Vous appelez vivement le retour au pays? Oui, ceux qui sont dans des conditions très difficiles, ce que je peux leur demander, c'est de rentrer chez eux. C'est très important. Ok. Nous allons parler maintenant de l'actualité politique ivoirienne. Depuis votre retour... Je suis en observation. Vous n'êtes pas retourné encore dans le pays? Je suis encore en observation. On constate que vous n'êtes pas du tout tendre avec l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Diom, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement? Bon, je n'ai pas de problème personnel avec Diom Soro. Voilà, je n'ai pas de problème personnel avec Diom Soro. Mon combat n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis le temps de Bédié. Je fais partie des gens qui ont condamné toute forme de violence
comme moyen d'accession au pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Au temps de Bédié, nous avons condamné le coup d'État. Le coup d'État de 2000, nous l'avons condamné. Toutes les manigances et autres manipulations des hommes politiques, nous n'avons pas adhéré à ça. Même quand Gbagbo était au pouvoir, il y a certaines choses dont je n'étais pas d'accord. Je n'étais pas d'accord sur Gbagbo. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Oui. Moi, pour moi, c'est une question de logique. Je n'ai pas de problème avec Djom Soro. Djom Soro a été le père de la rébellion. Il a écrit un livre, il a assumé sa rébellion. Je prends acte. Il a dit que c'était pour régler des problèmes. Et qu'il n'avait pas créé la rébellion pour devenir président de la République. Aujourd'hui, je suis surpris qu'il veuille devenir président de la République. Bon, moi, je ne fais que recadrer Djom Soro. C'est légitime, mais seulement ce que je demande à Djom Soro. Oui. Si tu reconnais, d'après toi, tu as pris les armes pour aider quelqu'un, il faut l'accompagner de façon sincère. Ou dans le cas contraire, arrête de distraire les gens. Voilà, Dieu aux Ivoiriens que tu as créé ta rébellion pour tes propres intérêts. Tu as créé ta rébellion pour que tu sois président. Mais il ne faut pas dire j'ai fait ça pour aider tant. Non, quand on aide quelqu'un, on ne fait pas du chantage à la personne. Parce qu'on ne t'a pas obligé à le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. L'attitude que Djom Soro a, c'est un fonctionnaire à la tête de l'Assemblée nationale. C'est notre Assemblée nationale. Il est le représentant du peuple à la tête de notre Assemblée nationale. Monsieur Soro, votre émission, si je comprends bien, toutes ces critiques acerbes contre Soro Djom, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. J'en viens. C'est parce qu'il veut être candidat en 2020. Est-ce qu'il vous gêne? Non, ce n'est pas ça qui me gêne. Ce n'est pas ça qui me gêne. C'est légitime. S'il veut être candidat, c'est légitime. La manière, c'est ce qui ne me plaît pas. La manière, vous êtes journaliste. Oui. Vous pensez qu'un président de l'Assemblée nationale peut se mêler des problèmes au Burkina Faso? Vous êtes journaliste, vous savez tout ce qui s'est passé au Burkina. C'est une vérité. Les audios, tout ce qu'on a. Non, vous êtes journaliste. À vous de faire des investigations. Ce n'est pas à moi de le faire pour vous. C'est pour ça que vous êtes journaliste. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Mais les preuves là, les preuves existent, les écoutes là. Toi-même, vous écoutez ça aussi. Aujourd'hui, la technologie est très avancée. Non, on ne peut pas nous distraire avec ça. Lui-même, Djom Soro l'a reconnu sur RFI que le président Ouattara, il a été invité par Christophe Boisbouvier, où il a reconnu sur une émission de Christophe que ce problème a été réglé par le président de la République et le président Burkinabé. Voilà. Est-ce que M. Soro Djom mérite tout ce que vous dites contre lui, toutes ces critiques à celles? Parce que M. Soro Djom était quand même le chouchou du parti au pouvoir. Il était aussi votre chouchou, le parti de Gbagbo, il était votre premier ministre. On l'a même appelé meilleur premier ministre. Je ne suis pas je suis journaliste, monsieur. Attention. De toutes les façons, disons-nous la vérité. Voilà. Il a été le chouchou du pouvoir sous Gbagbo. Il était le tout-puissant premier ministre. Non. Voilà. Puisque Gbagbo l'a traité de meilleur premier ministre. Oui, mais je me dis que Gbagbo lui a été imposé en tant que premier ministre. Je ne rentre pas dans ce débat. On n'impose pas de premier ministre. C'est une insulte. Ah bon? Non. C'est une insulte. Gbagbo lui-même est allé voir Blaise. C'est Gbagbo qui a envoyé Désiré Tagourou d'aller voir Blaise. C'est lui qui a proposé son accord de Ouagadougou. Il a refusé l'accord de Makoussis. Et il allait proposer son accord. Djom Soro, il était avec Gbagbo. C'est un pur produit du FPI. Ok. Et M. Soubadou, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important. Que d'après Soro Djom, d'après vous dit, Soro Djom a pris les armes pour placer son mentor Ouattara. Je ne vous ai jamais dit, excusez-moi, désolé. Je ne vous ai jamais dit que Soro a pris les armes. C'est Soro qui le dit, c'est pas moi. Non. Moi, je sais que moi, j'ai battu campagne avec le président Ouattara en 2010. Nous avons battu campagne et le président Ouattara a eu 32%. Voilà. Il a eu des alliés. Bédié qui avait 25%, Mabri 3% et autres. S'ils étaient dans une alliance. Où le celui qui passait au premier tour, avait le soutien des autres. C'est ce qui s'est passé.
Voilà, non, moi je ne peux pas, on ne peut pas venir me convaincre que Djom Soro a pris les armes, non. Moi je sais qu'au premier tour, le président Ouattara a battu campagne, il a eu 32%, là où Laurent Gbagbo a eu 38%. Il y a eu 6%. Mathématiquement, avec le soutien de ses adversaires, le président Ouattara gagne les élections. Voilà, si le FPI, si Gbagbo avait compris avec le FPI, aujourd'hui on ne serait pas là. S'ils avaient compris leur défaite, s'ils avaient assumé leur défaite, aujourd'hui on ne serait pas dans cette crise, on n'entendra même pas parler de Soro. Parce que Djom Soro, Soro de qui vous parlez vous-même là, Soro a battu campagne pour Gbagbo. D'accord. Ok, mais en 2010. D'accord, mais voilà. Soro Djom, il a assumé la rébellion. Vous avez même affirmé qu'il est le père de la rébellion. C'est ce qu'il a dit, c'est lui qui le dit. Oui, ce qu'il a dit, voilà. C'est pas moi qui le dis, il l'a dit lui-même. Mais maintenant. Il a même écrit un livre. Il a dit aussi que, il a aussi dit que il était en ce moment étudiant. Il n'avait quel moyen pour créer cette rébellion? Même les enfants. Il y a une justice pour des enfants, les mineurs. Il y a une justice pour les mineurs. Il y a une justice pour les mineurs, ce que tu sais. Il avait des soutiens. Hein? Non, la rébellion. Bon. Intérieur comme extérieur. Cher ami, ça Soro de vous dire, allez-y demander à Soro qui a pu payer les armes pour lui. Allez-y lui demander. Oh, d'accord. Ce n'est pas moi, il faut poser. Moi, je sais que les armes que les Djom Soro ont pris, ce sont les armes qu'on a pris dans les Karzen à Bouaké. D'accord. Voilà, c'est ce que moi je sais. Ok. Mais le même Soro Djom a aussi affirmé que les tenants du pouvoir ont profité de son travail. Il a fait quel travail pour en profiter? Il n'y a pas de rébellion. Parce que je ne suis pas partisan de la rébellion, donc je ne peux pas justifier tout ce que Soro dit. Moi, je ne suis pas partisan. J'ai condamné toutes les formes de coup d'État. Non, vous n'allez pas me convaincre avec Soro a fait ça, il n'a pas. Moi, ce n'est pas ça mon débat. Parce que la rébellion a tué des gens. Vous ne parlez pas de ça. La rébellion a tué des innocents. Et tous ceux qui sont morts, vous n'en parlez même pas. Soro dit, il a fait lui là, il a fait lui là. Mais il a tué des gens. Pourquoi il ne parle pas de tous ces gens qu'il a tués, les enfants, tous ces orphelins qui sont là? Pourquoi Soro n'en parle pas? Il faut que les questions des droits de l'homme soient une priorité. Vous pensez que si c'était dans d'autres pays, Soro là, il y a longtemps qu'on l'avait mis en prison. Voilà. Ce qu'il dit là, c'est une insulte aux victimes. Il doit se promener chaque fois pour dire il a fait la guerre, il a fait ceci, il a fait cela. Mais c'est des gens qu'il a tués. C'est des pères de famille. C'est des familles qu'il a brisées, qu'il a détruites. Donc, posez le débat. D'accord. Voilà. D'accord. On va toujours poser le débat. Bien avant de poser le débat, M. Zasso en global, pour qui roulez-vous? Je roule pour mon pays. Je roule pour mon pays. Je veux la paix, la stabilité. J'ai vécu la guerre. Je suis témoin. Donc, je participe à la paix et à la stabilité dans mon pays. Je ne roule pour personne. Je suis témoin, je sais ce qui s'est passé dans mon pays. Je suis quand même un grand garçon. Pourquoi on peut me dire je roule quelqu'un? Parler de paix, de stabilité, c'est rouler pour quelqu'un. Je roule aussi pour moi-même. Parce que s'il y a la paix là, je peux faire mes affaires dans ce pays. Je peux me promener librement dans ce pays. C'est ce que chacun doit comprendre. Ce n'est pas une question de rouler quelqu'un. Il faut arrêter d'infantiliser les gens et puis amener les gens à prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est ce qui se fait. Vous portez aussi des critiques assez contre la plateforme de l'opposition. Oui, parce que la plupart de tous ceux qui sont dans cette plateforme ont déjà gouverné ce pays. Ils ont tous gouverné ce pays, que ce soit Bédié, que ce soit Afi. Afi était Premier ministre quand la Côte d'Ivoire a connu le coup d'État de 2002. Est-ce que vous comprenez? Oui. Voilà. Donc ce sont des failles. Ce sont des failles. Ce sont des gens qui ont échoué à mon avis. Donc si on veut mettre en place une plateforme, je suis d'accord avec l'idée de plateforme. Parce que le président Ouattara a créé le RHDP. Dans tous les grands pays, dans les pays civilisés, on a aujourd'hui deux grands partis politiques. Voilà. Mais il faut qu'à la tête de ces contre-pouvoirs, il faut qu'il y ait des hommes nouveaux. Parce que la plupart de tous ceux qui sont là sont des gens qui veulent à tout prix se venger. Ils veulent se venger, ils veulent revenir au pouvoir pour s'enrichir. Corriger peut-être leurs erreurs. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'ils veulent tous s'enrichir. Quand vous écoutez leurs discours, ils ne font pas de propositions. D'accord. Voilà. Ils n'ont pas de programme de gouvernement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils veulent... Non, Ouattara n'a qu'à partir. Tout sauf Ouattara. Tout sauf Ouattara. Ça veut dire quoi? Ouattara est un Ivoirien. C'est un chef d'État. Donc vous devez faire de sorte que demain, même si vous êtes au pouvoir, il faut que Ouattara... Voilà. Monsieur Zasso Patrick, pour Ouattara, vous êtes devenu un pro-Gbagbo à la faveur des élections de 2010. Semble-t-il aujourd'hui, vous êtes devenu un partisan de la majorité présidentielle.
Qu'est-ce que vous faites pour lui? Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire pro. Moi, en fait, en Afrique, il faut bannir ce genre de langage parce que ça divise plus les populations. Ça divise les Ivoiriens. La politique. J'ai soutenu Gbagbo, je ne l'ai pas fait de façon... En fait, je n'ai jamais aimé la politique de Gbagbo depuis 2002, quand il y a eu la rébellion. Je n'ai jamais aimé la politique de Gbagbo. Dans les Agora, j'ai été... Gbagbo, Laurent Gbagbo est... Pour moi, Laurent Gbagbo a été l'opposant historique de Félix Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo a fait une alliance avec le président Ouattara. Laurent Gbagbo connaît les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a soutenu le coup d'État de 1999. Il a fait le front républicain avec Ouattara. Comment il a soutenu ce coup d'État? Je ne comprends pas. Il a dit que le coup d'État est salutaire. Il était au Gabon. Et quand il est rentré à la GESCO, il a eu le soutien de l'armée qui l'accompagne chez lui à la maison. Vous avez les preuves? Ce n'est pas une question de preuves. Nous sommes tous dans ce pays. Moi, je n'ai pas de preuves à te donner. Parce que toi-même, tu le sais. Je n'ai pas de preuves. Non, excusez-moi. Je n'ai pas de preuves à vous donner. Parce que vous le savez tous. En tant que journaliste. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voilà. 2002, 2010, quelque chose s'est passé. Je me suis retrouvé à l'émission de 2010. Ce n'était pas moi qui étais censé même faire ce débat, c'était Touré Mamadou, l'actuel ministre de... Voilà. De la jeunesse, je ne sais pas si je me trouve là. J'étais à Gagnon quand on m'a dit de venir faire le débat. Sur le plateau, c'est sur le plateau que j'ai même connu le thème. On m'a présenté le thème. Je suis arrivé à 21h, quelques minutes avant que l'émission ne commence. Donc, j'étais en face de certaines réalités. Pendant que j'étais sur le plateau, les gens ont cassé tout chez mon père. Oui, pendant que j'étais sur le plateau, beaucoup de choses se passaient beaucoup chez mon père, cher ami. Beaucoup de choses se sont passées chez mon père. Après ça, la RTI, des choses se sont passées. La FECI est venue envahir la RTI. Tout le monde est scandale, global. Mais cher ami, c'était pire. C'était pire, j'étais dans une situation où même KKB m'a abandonné à la télévision. Avec ces gendarmes, il est parti, moi j'avais personne. Une réalité s'est imposée à moi, beaucoup de choses se sont passées. J'étais obligé de me soumettre à ça pour protéger ma vie. C'est ce que j'ai fait et je l'assume. Ok. Voilà. Donc vous assumez. Voilà, je l'assume. Je suis heureux de revenir dans mon pays, voir ce qui se passe et puis accompagner ce qui se fait actuellement par le président Ouattara. Parce que ce que le président Ouattara fait actuellement, c'est un excellent boulot. C'est un excellent boulot, il faut l'encourager, il faut le féliciter. Ok. Voilà. Bien avant de parler du président Ouattara, on dit de vous, de quelqu'un qui sait son habit où le soleil brille. Tu as une fois vu quelqu'un, un homme normal qui a séché ses habits sur la pluie? Non. Est-ce que tu as une fois vu un homme normal sécher ses habits sur la pluie? Ceux qui disent ça, là, est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Venir parler de paix, de stabilité dans son pays. Qu'est-ce que ça a à voir en chaise habit? Ça veut dire quoi? Ça, c'est des mentalités qu'il faut bannir en Afrique. Ce sont des mentalités que les Africains doivent bannir. Donc vous ne coulez pas vers l'argent? Est-ce que quand tu me vois là, est-ce que je suis un homme riche? Vous me connaissez très bien. Est-ce que je suis un homme riche? Je ne suis pas un homme riche. Vous me connaissez, vous me fréquentez. Le débat n'est pas l'argent. Le débat là, ce n'est pas l'argent. Chaque citoyen doit contribuer à la paix et à la stabilité dans son pays. Voilà pourquoi ici quand on parle de paix, c'est l'argent. Donc tous ceux qui soutenaient Gbagbo là, vous voulez dire que Gbagbo m'avait donné beaucoup d'argent là. Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'en Afrique, on arrête ce genre de trucs. Il faut qu'on arrête ce genre de mentalité. Il faut qu'on arrête ça. Parce que ça vous fatigue, ça fait que les gens même se replient sur eux-mêmes. Ils n'aiment pas participer à la stabilité, à la paix dans leur pays. Parce que beaucoup de cadres sont morts au FPI à cause de ça. Des gens qui veulent parler de paix, leur propre pays, avant que Gbagbo ne fasse de la politique, nous on existait. On existait. On était déjà enfants, on était déjà nés. Oui, voilà. Moi je ne peux pas être otage du combat de Gbagbo. Gbagbo a travaillé avec le président Ouattara, il a travaillé avec Bédié. Il a travaillé avec Gueye même qui a fait un coup d'État. Il a pris des ministres qu'il a confiés à Gueye. Gueye a donné de l'argent à Gbagbo pour faire sa campagne de 2000. Voilà. Les leaders de la constitution, ils sont tous témoins. Blaise Compaoré même, qui est Blaise Compaoré, a financé Gbagbo pendant 20 ans. Mamadou Koulibaly l'a dit 20 millions de francs. Alors, pourquoi à chaque fois
Vous voulez toujours nous ramener que nous sommes traites, nous sommes vendus, nous courons derrière ceci, nous courons cela. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous, c'est notre pays. Oui. Vous nous dites que votre combat communiste, ce n'est pas pour l'argent, c'est des fonctions politiques. Mais l'argent, ça veut dire quoi? Je te vous dis que je fais partie de ceux qui ont condamné le coup d'État de Guéhiro Bédié. Est-ce que Bédié m'avait donné l'argent? Je ne connaissais pas Bédié. Le coup d'État contre Bédié, là, moi, j'ai dit non. Nous, en tant que jeunes, on a dit que c'était dangereux, ce coup d'État. Soutenir, là, est-ce qu'on nous avait payé? Non, acceptez que dans ce pays, on a quand même la Constitution nous donne le droit de dire ce que nous pensons. On a notre droit. Pourquoi vous voulez nous priver de nos droits? Vous voulez nous priver de nos droits, pourquoi? Non, arrêtez de... Mais c'est ça, ce pratique. Maintenant, on parle du président Ouattara, de la République. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le bilan, la gouvernance du président? Le président Ouattara a un bilan inattaquable, un bilan qui est pour moi pour l'instant positif. Il fait vraiment 60%, je peux dire, hein, il a fait un excellent boulot. Il a fait un excellent boulot, seulement que il y a beaucoup encore à faire. Parce que, tu sais, avant son arrivée, on a connu 25 ans de crise, 25 ans d'instabilité, 25 ans de palabres inutiles. Les gens n'ont pas travaillé. Donc aujourd'hui, c'est un gros poids pour lui. Mais il est fort, je peux lui tirer le chapeau. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rentres en Côte d'Ivoire, on dirait qu'on n'a pas connu la guerre. On dirait qu'on n'a pas connu la guerre. Il a effacé les traces de la crise imposée par Gbagbo et Diom Soro. C'est-à-dire? Voilà, aujourd'hui, il faut regarder les grands chantiers. Regardez bien les grands chantiers qui sont lancés partout. Regardez bien les grands chantiers. Ça n'existait pas. Mais dans ce bilan, tout n'est pas comme rose. Non, on ne peut pas dire que tout... Même dans tous les pays du monde, tout n'est pas rose. Non, oui, mais non, il est attaquant vis-à-vis de ceux qui ont dirigé ce pays. Ceux qui critiquent là, eux, ils ont tous dirigé, ils ont fait quoi? C'est parce qu'ils n'ont rien fait. S'ils avaient aussi travaillé, peut-être que le bilan serait plus positif. Parce que l'État, c'est une continuité. Mais il y avait la guerre. Quelle guerre? Dans la guerre, les réformateurs étaient devenus des milliardaires. Ils ont construit des maisons, ils sont devenus riches. Pourquoi quand il s'agit de la vie du peuple, on dit non, il y a la guerre? Non, il faut arrêter. C'est sur Gbagbo que l'argent est rentré en Côte d'Ivoire. Soro Gérek, Soro avait un budget de 60 milliards comme budget de souveraineté en tant que Premier ministre. Laurent Gbagbo avait 200 milliards comme budget de souveraineté. Il n'y avait pas aussi la guerre? Il n'y avait pas la guerre. À son temps, laquelle ils avaient ces budgets-là, il n'y avait pas la guerre? D'accord. Non, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas réellement préparés. Le bilan de M. Ouattara, du président Ouattara est positif. Pour moi, il est bon. Mais comment trouver son entourage? Ouais, c'est bon, c'est vrai, beaucoup d'Ivoiriens se plaignent de son entourage. L'attitude de certains cadres, ils ne partagent pas, ils sont beaucoup repliés sur eux, ils sont renfermés sur eux. Bon, je comprends les Ivoiriens, mais je pense que nous allons toujours continuer de sensibiliser ces cadres pour leur dire que les cadres là sont la conscience d'une nation. Ce sont des fonctionnaires qui ont été nommés. Et ils ont été nommés pour toute une république. Ils ont été nommés pour les 25 millions d'habitants, pour les 63 ethnies. Non, ils doivent s'ouvrir, ils doivent tendre la main. Parce que c'est ça qui fait que le social devient une réalité. Le président Ouattara travaille, a été réhabilité. Donc ça m'a frappé à l'œil. Et c'est comme ça que j'ai lancé un direct pour présenter au monde entier le travail que le président Ouattara a fait. Parce qu'à l'extérieur, les gens racontaient du n'importe quoi. Mais quand moi je suis rentré, j'ai vu. Moi j'ai vu puisque j'ai fait des cours du soir dans les universités au Ghana. Apprendre la langue et autres, l'informatique. Donc j'ai vu des choses. Vous ne t'avez pas allé parler de votre mouvement Non, je ne t'ai pas allé parler du mouvement. Mais est-ce qu'on peut vous donner un peu parler de votre mouvement? Non. Le mouvement dont vous parlez tout à l'heure. Le mouvement Génération 2020. Oui. Parlez un peu de votre mouvement. Ouais, c'est un mouvement qui a été créé suite au discours du chef de l'État, comme nous l'avons dit tout à l'heure, suite au discours du chef de l'État, de donner la chance à notre génération. Parce que le président Ouattara, il persiste. Il a dit devant Mo Ibrahim qu'aujourd'hui 75% de la jeunesse africaine a 35 ans. Voilà, il a pris des exemples même pendant le congrès ordinaire sur Obama et certains premiers ministres de l'Europe qui ont moins de 40 ans, qui ont 40 ans et plus. Bon, ces gens-là aujourd'hui gouvernent les grandes nations. Non, il faut donner la chance à nos cadres qui sont là, aux intellectuels qui sont là. Parce qu'on ne sait jamais, nous sommes des humains. Voilà, on ne sait jamais. Non, il faut toujours préparer la relève. Est-ce que vous comprenez? Il faut rapidement préparer la relève. C'est ce qu'Oufoué n'a pas réussi
avec Henri Konan Bédié. Bédié n'a pas été coaché. Pardon? L'enjeu de ce mouvement. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, j'ai dit que c'est pour que 2020 nous ayons des élections stables, sans violence ni haine, sans mort. En 2020, on ne veut pas voir de jeunes mourir. Nous, notre objectif, c'est qu'en 2020, les candidats, ceux qui seront candidats, ne soient plus ces gens qui ont déjà gouverné ce pays. Il faut qu'ils prennent leur retraite. Et nous persistons dessus. Il faut que Bédié accepte d'aller à la retraite. Il faut que les AFI et autres, et Diom Soro même, qui ont participé à la crise, comme, regardez un agent comme Diom Soro comme ça, lui il l'a tué, c'est pas un modèle pour le mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc tous ces gens-là doivent se reposer. Et puis confier la Côte d'Ivoire au modèle, aux gens qui ont une histoire, qui ont travaillé, qui se sont imposés. Voilà, c'est tout. C'est ce que les Blancs font, c'est pour ça qu'ils avancent. Avant votre permission, nous allons maintenant parler de la crise du FPI. Comment analysez-vous la crise des leadership pour le contrôle des FPI? C'est un échec. C'est un échec, c'est des enfantillages. C'est une insulte à tous ceux qui sont morts, à tous ces Ivoiriens qui ont perdu leur vie, qui ont fait confiance en Gbagbo, qui ont fait confiance au FPI. Tous ces gens qui ont été tués à Dutrojan, Dioko, tout ça, c'est une insulte à leur mémoire. La crise du FPI, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est des égoïstes qui se battent. C'est des gens qui ne se font pas confiance. C'est des gens à qui le peuple a fait confiance et qui ont trahi le peuple. Aujourd'hui, pour ne pas faire leur bilan, ils ont créé une crise pour distraire les Ivoiriens. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Donc c'est plus facile. Oui, ils ont inventé. Ils sont dans un... C'est des égoïstes. C'est des gens qui pensent qu'à eux. Le FPI a signé des accords ici, à Makoussis. Le FPI est allé au Burkina signer des accords. Blaise Compaoré a eu des marchés après la guerre ici. Oui. Aujourd'hui, le FPI dit qu'on ne dialogue pas à Ouattara, alors que ça même ils savent qu'ils n'ont pas battu campagne en 2010. La campagne de 2010, là, ils savent que Gbagbo n'a pas gagné. Tous les cadres, là, ils savent. Ah bon? Ils savent et puis je sais. Ils savent et puis je sais, blessé. Nous tous on sait. Blessé? Il est blessé. Vous l'avez dit? J'ai dit blessé et je sais. Gbagbo a eu 38%. Gbagbo a eu 38% au premier tour. J'ai dit, excusez-moi, Gbagbo a eu 38%, c'est un mauvais score. On passe au premier tour? Au premier tour, c'est un mauvais score. Face à son adversaire direct qui a 32%. Il y a 6% qui les sépare. Si Bédié s'était rallié à Gbagbo, on pouvait dire que Gbagbo a gagné. On pouvait dire que Gbagbo a gagné. Parce qu'au moins, si Bédié avait 25%. Mais vous oubliez tout ce qui s'est passé au nord. Qu'est-ce qui s'est passé au nord? Moi, j'ai été frappé dans les Angolais parlement ici, parce que j'ai dit avant d'aller aux élections, il faut que Soro désarme. Ils n'ont qu'à unifier le pays. Soro n'a pas désarmé. Donc le FPI et Gbagbo doivent s'apprendre à eux-mêmes? Ils doivent s'apprendre à eux-mêmes. Pourquoi ils veulent accuser les autres? Ce sont eux-mêmes, ils étaient dans leur deal avec Soro. Ils étaient dans leur business avec Soro. C'était un deal avec Soro? C'est un business, ils étaient dans leur propre business. Vous dites que c'est un business qui a mal tourné? Qui a mal tourné. C'est un business qui a mal tourné. On n'a pas besoin de cacher quelque chose ici. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Voilà. La Constitution dit, avant d'aller aux élections, il faut unifier le pays. Le point culminant de leur accord de Ouagadougou, c'était le désarmement. Soro n'a jamais désarmé. Il avait son armée. Donc il aurait fallu qu'on désarme avant d'aller aux élections. Ils ont préféré accompagner Soro. Le président Gbagbo a fait 2 tournées, 2 semaines dans le nord avec Diom Soro. D'accord. Il a fait une tournée dedans avec Diom Soro alors que le président Gbagbo s'était déjà déclaré candidat. Ce qui n'est pas juste. Le président Gbagbo a été libéré avec son ministre Charles Écouté. Et que pensez-vous de ça acquittement? Bon. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose de positif pour la paix. D'accord. Voilà, c'est ce que nous avons voulu depuis le début. C'est pour ça que quand Gbagbo était à Korogo, les autorités ghanéennes nous ont appelés pour dire asseyons-nous. Moi, je faisais partie de la délégation de toutes ces personnalités. Il y avait les Katina, tout le monde. Le président de Ghana a dit aidez-moi à aider Gbagbo à ne pas partir à la Cour pénale internationale. Mais nos cadres ont refusé. Nombreux ont refusé. Ils ont fait au Ghana, là, c'était pas là. On était divisés. Nombreux voulaient que Gbagbo, c'est les dinosaures, là, les gars, là, ceux qui ont voulu que Gbagbo aille à ce pays pour que le monde entier sache qui a tué, qui n'a pas tué, qui a gagné les élections, pourquoi on a refusé le recomptage des voix, c'était des débats. Je leur ai dit, au temps de Bédié, là, au temps de Guy Robert, là, il n'y a pas eu de recomptage de voix. C'est déjà un pas, c'est déjà un pas. Ce qui est malheureux, c'est que la CPI dit, c'est la CPI en train de nous dire que dans cet écrit, on ne sait pas qui a tué tous les corps que moi j'ai dépassé ici. Moi, je vous prends au bout, mais voilà. On ne sait pas si tout. le président Gbagbo est bleu, vous doit être libéré.
C'est la décision de la Cour pénale internationale. Nous prenons acte. Mais nous voulons que... Mais les 3000 morts là... Mais si Laurent Gbagbo, qu'on accuse de tous les crimes, elle a été acquittée. Vous savez, essayons de régler le problème attaque intellectuelle. D'accord. C'est Gbagbo qui était président de la République. Et il a sa responsabilité engagée. Il y a sa responsabilité qui est engagée. D'accord. Il est président pour défendre le peuple. Quand on est au pouvoir là, c'est pour défendre le peuple. C'est pour ça qu'on met tous les moyens de l'État. On amène la CPI par rapport à sa responsabilité. Moi, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais je suis en train de te dire que, je suis en train de vous dire, pardonnez, que quand on est au pouvoir, on a prêté serment. C'est pour protéger un peuple, défendre un peuple. Il avait son fils qu'on appelle Sorojom, qui avait une partie de l'armée. Gbagbo avait une armée. Donc ce sont les deux armées qui sont affrontées. Ce sont les deux armées qui se sont affrontées. C'est eux qui ont signé leurs accords, ils n'ont pas dépensé. Ils nous ont tous nargués. Donc dans cette histoire, c'est nous qui sommes les perdants. Ils nous ont tous nargués. Nous, on pleure seulement pour nos morts. On prie un jour que les victimes soient dédommagées. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout. Okay. Et que la mémoire des morts soit respectée, c'est tout. Voilà. Monsieur Zasso Patrick Diambolbal, l'interview tient sa fin. Votre dernier mot. Alors, ce que je voudrais, d'abord, je voudrais vous dire merci. Merci aux techniciens, merci à tout le monde. Merci à Eburnia TV, qui est une nouvelle chaîne, qui va bientôt faire son lancement officiel, c'est demain. Voilà, en tout cas, moi, je vous encourage. Vous avez tout notre soutien. Voilà, vous avez tout notre soutien. Il faut beaucoup bosser. Il faut continuer de donner d'espace, inviter beaucoup de personnalités. On souhaite qu'à l'extérieur, vous ayez aussi beaucoup de soutien pour vous faire de votre chaîne, pour réaliser votre rêve. On demande à l'État de vous appuyer, de vous accompagner, parce que l'État a les moyens. Voilà, donc, merci à vous tous. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, il ne faut pas que 2020, les gens aient peur. On ne met pas, pour une élection, on ne doit pas avoir peur. Une élection là, on n'a pas besoin de faire palabre. On n'a pas besoin de verser nos sangs. Parce qu'après l'élection, on reste les mêmes Ivoiriens. Tu as fini de voter, il n'y a pas de pays au monde où les structures qui organisent les élections soient à 100% crédibles. C'est ça, à 100% crédibles. Quand on a donné un résultat là, il faut qu'on respecte le résultat, qu'on avance. Voilà, dans ce pays-là, pour des résultats d'élection, il y a eu trop de morts. On s'entretue. Mais les mêmes là, quand on les met au pouvoir, ils ne font rien. Ils ne font rien. Il faut que la jeunesse arrête de se laisser manipuler. Il faut que les Ivoiriens arrêtent de se laisser manipuler dans les villages. Parce que vous-même, vous devenez complices du mal que vous créez dans vos familles. Voilà ce que je voulais vraiment dire. Battons-nous pour que la paix revienne. Encourageons le chef de l'État, le président Ouattara, qui a aujourd'hui lancé de grands chantiers, qui est en train de soigner l'image de la Côte d'Ivoire. Il faut beaucoup l'encourager jusqu'en 2020. Continuons de créer les conditions de paix et de stabilité. Parce qu'en le faisant, nous le faisons aussi pour nous-mêmes et pour nos familles. Pour que cette télévision devienne demain une grande télévision, il faut qu'il ait la paix, il faut qu'il ait la stabilité. Merci, Merci, cher ami.